Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. Bonjour Clément. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui, on va parler de nouveaux acteurs sur le marché de l'assurance. Je crois qu'on n'a jamais eu l'occasion d'évoquer ce sujet dans le cadre de notre podcast AVB. Et donc on va parler des néo-assureurs. Si je comprends bien, l'idée c'est que tu nous expliques un peu qui sont ces néo-assureurs, qu'est-ce qu'ils proposent comme service, comme produit, et puis surtout en quoi peut-être ils bousculent un peu le secteur aujourd'hui et les géants historiques du secteur. Donc déjà, est-ce qu'on peut commencer par dégrossir qui sont les néo-assureurs, de qui on parle quand on parle néo-assureurs aujourd'hui? Oui, bien sûr, quand on parle de néo-assureurs, on entend toutes les entreprises qui proposent des produits d'assurance avec, dans la très grande majorité des cas, un modèle qui est complètement digitalisé. Ils sont nés, du coup, il y a 10 à 15 ans, pour les plus anciens, mais récemment, chaque jour, ou presque, de nouveaux secrets. Ils n'ont donc pas de réseau physique, et ils misent beaucoup, et ils mettent beaucoup en avant la technologie, l'expérience client très fluide, et une volonté de simplifier, de démocratiser, si on pourrait presque le dire comme ça, l'assurance pour qu'elle soit plus accessible et plus compréhensible aux personnes auxquelles elle s'adresse. Tu aurais quelques noms quand même à nous donner pour je pense qu'il y a des noms qui sont un peu connus, qui commencent à être un peu connus aujourd'hui. Oui, il y a quelques acteurs qui commencent à être bien connus du grand public, tels que Alan, par exemple, qui est focalisé sur la santé, et qui d'ailleurs, on en parle dans d'autres de nos podcasts, mais qui a gagné pas mal de gros comptes sur la PSC. Donc il se rapproche aussi commercialement de succès que de plus grands assureurs, dans ces assureurs plus installés peuvent rencontrer. Il y a également Léo Care, par exemple, qui interagit sur l'auto, sur l'habitation. Et puis aux États-Unis, il y a Lemonade, qui est un des plus gros néo-assureurs, qui est le plus gros néo-assureur du monde, qui est assez emblématique, qui est une licorne d'ailleurs. Et ils ont tous comme promesse commune une souscription hyper simplifiée, un service client réactif, des remboursements ultra rapides avec par exemple vous appelez pour un sinistre, un dégât des eaux chez vous, la personne de l'assureur en face de vous propose de faire un FaceTime et puis vous lui montrez le dégât des eaux et puis c'est tout ce que vous avez à faire comme déclaration. Donc la promesse de simplicité et de rapidité, elle est au rendez-vous a priori à date sur les exemples qu'on a de néo-assureurs? Oui, elle est globalement assez au rendez-vous avec des process qui veulent vraiment être le plus simple possible, sans papier, avec une relation presque assez directe avec les équipes avec lesquelles le client a besoin d'interagir. Ils essayent aussi d'innover dans l'expérience client avec des interfaces intuitives, un ton décontracté. Ils vont vous tutoyer dans les mails. Et puis des manières de communiquer qui se veulent un peu plus modernes avec des chats et puis des éléments de ce type-là. Et ce qu'ils mettent aussi beaucoup en avant, c'est la transparence, notamment sur les frais ou sur leurs marges. Et certains même, comme les Lemonade, peuvent reverser des excédents à des associations que l'assuré va lui-même choisir. Alors, dans ce que tu nous décris, on pourrait dire qu'ils ont tout pour gagner et rafler la mise. Mais est-ce que quand même il y a des choses des freins à leur croissance, des choses qui les désavantagent par rapport aux historiques du secteur de l'assurance? Ah oui, bien sûr, tout n'est pas rose chez les assureurs tech. Les assureurs historiques ont, eux, déjà une plus grande profondeur. Ils sont là depuis un certain nombre de temps, donc ils ont une visibilité accrue du marché et de sa progression. Ils ont aussi souvent un savoir-faire actuariel qui est vraiment le cœur du métier de l'assurance, qui est beaucoup plus fort. Et une capacité aussi à gérer des risques complexes que les néo-assureurs n'ont pas encore,
pour X ou Y raison, parce qu'ils n'ont pas la stabilité financière nécessaire pour prendre des risques très lourds tels que de la prévoyance très lourde, ou bien par exemple des risques professionnels, du bâtiment, ce genre de choses qui demandent d'avoir des fonds propres qui sont quand même solides. Donc c'est encore des marchés vers lesquels les néo-assureurs ne vont pas pour le moment, mais vers lesquels leur modèle, c'est de rester sur des produits simples, ou c'est juste une question alors, je sais pas si c'est leur modèle, mais pour l'instant, en tout cas, ils adressent davantage des marchés, des produits simples. Mais j'imagine qu'ils ont en ligne de mire le reste. Mais d'ailleurs, on parle parce que tu parles de fonds propres pour donc derrière les notions de solvabilité. On a l'occasion d'aborder ces sujets-là dans d'autres épisodes, mais ça veut dire que tous les acteurs qu'on a évoqués, en tant que néo-assureurs, sont assureurs, portent le risque eux-mêmes? Ah non, quand on dit néo-assureur, ça peut être un peu trompeur. Il y a des vrais assureurs. Alan, par exemple, est une compagnie d'assurance, enfin, est un assureur. Et il y a d'autres qui, derrière néo-assureurs, ne sont en fait que, entre guillemets, des courtiers digitaux qui vont assurer, gérer la relation client, voire voilà, gérer intégralement même, assurer la gestion complète du contrat, mais qui font porter le risque par un assureur plus traditionnel ou un réassureur qui est partenaire de leurs activités. Mais est-ce qu'ils sont dans une logique quand même de concevoir le produit et d'aller chercher un assureur comme un courtier grossiste le ferait? Oui, tout à fait. Ils sont quand même dans une logique de conception de produits pour notamment simplifier les produits, comme on l'a évoqué avant, et puis pour proposer des garanties qui se veulent parfois innovantes. Et alors, tu parles de digitalisation, zéro paperasse, simplifier la vie. Est-ce que ça veut dire qu'ils investissent énormément sur l'IT, qu'ils ont un temps d'avance sur l'utilisation de l'IA, par exemple, dans leur process et dans leurs relations clients? Alors oui, ce sont souvent des compagnies qui sont très tech, avec une part très importante des ressources qui sont allouées à l'informatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ils commencent à partir de zéro, et donc ils n'ont pas ce qu'ont les assureurs traditionnels, c'est-à-dire on appelle ça un legacy. Voilà, ils doivent pas composer avec des SI parfois très anciens, qui peuvent même parfois être issus de fusions ou de rachats de différents assureurs entre eux, et donc ils doivent fonctionner ensemble et qui sont parfois très lourds à maintenir et à faire évoluer. Eux, ils partent de zéro, et donc ils sont beaucoup plus agiles de ce point de vue-là. Et ça, c'est souvent quand même un vrai élément de différenciation, puisqu'ils sont en mesure de proposer plus de souplesse et de s'adapter plus facilement à des besoins, à des produits. Et voilà, ils n'ont pas des techniques obsolètes à gérer, et donc ils peuvent proposer par exemple des API plus facilement. Et ce que tu évoques sur l'intelligence artificielle, du coup, voilà, en cascade, ils sont également en mesure de proposer l'intégration d'intelligence artificielle directement aussi, plus facilement que des assureurs traditionnels. Mais il faut quand même pas sous-estimer le fait que les assureurs traditionnels investissent beaucoup dans l'intelligence artificielle, hein. Aujourd'hui, AXA et Allianz sont quand même très à la pointe sur le sujet, mais c'est une couche en plus chez eux. Alors que le néo-assureur, chez lui, ça va pouvoir être plus facilement collé au reste de leur système d'information. On aura l'occasion, je pense, de parler d'IA dans un de nos podcasts prochainement, parce que c'est un sujet passionnant dans le secteur de l'assurance. Mais du coup, si je résume, tu dis, c'est des pros pour simplifier la vie de leurs clients, donc pour développer une expérience client la plus simple possible, la plus fluide possible, la plus efficiente possible. C'est des pros de la tech, donc ils sont capables de développer des outils rapidement et de s'adapter aux besoins de leurs clients. C'est ça que j'entends, une forme d'agilité, quoi. Donc ça, c'est leurs atouts. Ils ont réussi à convaincre sur des produits simples. Finalement, il leur reste quand même à convaincre sur tout un pan du secteur qui sont des produits plus sur mesure, plus complexes, ou qui s'adressent à des activités plus exposées peut-être aussi. Oui, exactement. Ils apportent
on peut le voir, ça dépend d'où on se place, mais soit un vent de fraîcheur, soit un vent de panique sur la place assurantielle. Il couvre en effet pas encore tout le spectre des besoins assurantiels. Et pour l'instant, ils ont une offre de valeur qui reste complémentaire à celle que les grands assureurs traditionnels peuvent proposer. Ils se positionnent pas encore comme de véritables compétiteurs sur toute la chaîne de valeur. Mais c'est bien, je pense, dans leurs ambitions de le faire. Et on voit à travers le cas d'Alan que ils commencent à remporter des grands comptes, des marchés qui n'étaient pas forcément destinés aux insurtech et qui viennent bousculer d'anciennes mutuelles bien installées. Et donc, on n'a pas fini d'entendre parler d'eux. D'accord, donc compétition ou coopération ou compétition. On va voir ce que ça va donner dans les années à venir entre néo-assureurs et assureurs historiques. Et du coup, je serais heureuse d'en reparler avec toi dans des prochains épisodes pour voir comment tout ça évolue. Merci. Avec plaisir, merci Virginie.